Attention, attention, la pandémie de Covid-19 n'est pas encore terminée. Le virus circule toujours. Des morts et des cas graves sont régulièrement enregistrés. Que faire pour ne pas contracter le virus? Il faut respecter les gestes barrières, c'est-à-dire porter systématiquement le masque en tout lieu public et dans toutes les situations à risque. Éviter les regroupements. Observer la distance de sécurité d'1 mètre au moins entre individus. Se laver fréquemment les mains à l'eau et au savon ou les désinfecter avec du gel hydroalcoolique. Nettoyer régulièrement les surfaces ou objets avec lesquels les mains peuvent être en contact, à savoir table, téléphone portable, poignée de porte, volant ou guidon lorsqu'on n'est pas seul à conduire les véhicules ou que les objets sont manipulés par plusieurs utilisateurs. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. C'est officiel, Paul Rompé est le chef de file de l'opposition au Bénin. Dialogue et consensus, tels sont les principes revendiqués par le secrétaire exécutif de FCBE pour se positionner face au pouvoir. Reçu en invité d'honneur par le ministre de la Culture, accueilli en star par des citoyens conquis, nos 3 candidats au concours Voice Afrique francophone récoltent au Bénin des lauriers de sympathie après avoir perdu la palme de la victoire. Ils explosent de talent en peinture et sculpture, mais développent des compétences en statistique. Découverte dans ce journal d'un artiste atypique, Marcel Boho. Bonsoir à tous. Coopération OIF Cour suprême. Le sujet est au cœur des échanges entre Adolphe Kodjo-Pachavi, secrétaire général de la Commission nationale permanente de la francophonie, et le président de la Cour suprême, Victor Adossou. Les 2 personnalités veulent revitaliser les relations entre leurs institutions. Suivons ici Adolphe Kodjo-Pachavi à sa sortie d'audience. C'est de voir concrètement avec le président de la Cour suprême et les actions futures à mener, quelle va être la contribution de l'OIF. Nous avons également fait le plaidoyer pour la tenue régulière de ces différentes instances ici à Cotonou. Et comme vous le savez bien, l'OIF est partie prenante de l'état de droit. On ne peut pas construire l'état de droit sans les hautes juridictions de cassation. Donc l'OIF est très attentive à ce qui se passe au Bénin. Elle a même dépêché ces jours-ci une mission d'information et de contact ici au Bénin pour venir s'enquérir de l'état de santé de la démocratie béninoise, comment les élections se sont passées, et puis elle est repartie avec de très bonnes impressions. Nous avions reçu il y a quelques jours les félicitations de Madame Louise Mushikiwabo qui a adressé ses vives félicitations à son Excellence Monsieur Patrice Talon, président de la République qui vient d'être réélu. Donc nous avons échangé sur tous ces sujets et il y a des chantiers concrets qui se dessinent en matière de coopération entre la Cour suprême du Bénin et l'Organisation internationale de la francophonie. Nous avions parlé du numérique par exemple, comment dématérialiser les services de la Cour suprême du Bénin, comment essayer d'apporter des formations à tout le personnel pour être au top, pour pouvoir accomplir la mission qui est la leur ici. Donc c'est sur tous ces sujets-là que nous avions essayé d'échanger. On le sait, la pandémie du Covid est une crise mondiale qui affecte la santé au plan mondial et surtout l'économie. Mais elle n'affecte pas tous les pays de la même manière au plan économique. Le Bénin s'en sort plutôt mieux, en témoignent les derniers chiffres de l'INSAE, l'Institut national de statistique et d'analyse économique. On va suivre le sujet réalisé par Marcel Arossi à ce propos. Disposant de ressources limitées pour affronter la tempête, les petites et moyennes entreprises ont été particulièrement vulnérables aux effets de cette crise. La baisse de la demande pour des produits de base, l'effondrement du tourisme et du transport aérien et la dépréciation des monnaies locales projetaient un ralentissement de la croissance africaine jusqu'à 1,8% en 2020, selon le scénario le plus optimiste. Ce constat est d'autant plus inquiétant, considérant que les PME représentent plus de 90% des entreprises et contribuent fortement au produit intérieur brut. Ce sont elles
qui emploie la plus grande partie des individus issus des groupes vulnérables tels que les femmes, les jeunes et les populations rurales. En vertu des emplois qu'elles créent et de leur impact sur la société, les PME béninoises devraient être en mesure de catalyser la croissance pour un futur résilient, numérique, inclusif et durable. Résilient parce que les entreprises ne peuvent se permettre de ne pas se préparer pour faire face aux menaces externes. Numérique parce que la pandémie de la Covid-19 a montré la pleine puissance de ces technologies dans le cadre d'une crise mondiale. Inclusive parce que la reprise ne doit laisser personne de côté. Durable enfin pour éviter un choc climatique qui causerait la prochaine catastrophe planétaire. Avec l'appui d'un environnement des affaires efficient, les PME béninoises peuvent devenir plus résilientes face aux changements et chocs inattendus. Résilience que la Covid-19 a permis de révéler selon l'Institut national de la statistique et de l'analyse économique INSAE. Selon ces chiffres, en 2020, s'est porté globalement mieux malgré les chocs extérieurs. Le produit intérieur brut est estimé à plus de 9,8 milliards de francs CFA à prix courant et à plus de 8,705 milliards de francs CFA à prix constant, et la croissance économique à 3,8%. Un potentiel croissant selon la Banque mondiale qui estime, elle, que le Bénin a progressé en matière de création d'entreprises et de raccordement à l'électricité. Elle salue par ailleurs l'inscription à l'agenda de Patrice Talon de l'industrialisation des secteurs à fort potentiel de croissance. C'est officiel, Paul Rompé est titularisé chef de file de l'opposition au Bénin. Paul Rompé, c'est le secrétaire exécutif national du parti Force Cori pour un Bénin émergent, FCBE. Le décret portant nomination du chef de file de l'opposition béninoise a été rendu public ce lundi 3 mai 2021. À l'annonce de l'information, Paul Rompé s'est exprimé. Quête de dialogue et de consensus, ainsi se positionne-t-il face au pouvoir pour le bien-être des Béninois, nous rapportent Ghislain Poguet et Évariste Dourzoumahou. Nous sommes désignés et nous acceptons jouer pleinement le rôle. C'est très important qu'il y ait de passerelles pour s'approcher du pouvoir et de pouvoir exprimer ses ressentis. Donc nous ne pouvons que féliciter aussi le chef de l'État pour l'avoir fait. Nous espérons premièrement que ça ne sera pas un décret pour un décret et que le contenu sera suffisamment meublé pour permettre, n'est-ce pas, à FCBE de véritablement, disons, innover, c'est-à-dire faire en sorte que ça devienne une tradition dans notre pays. Nous allons jouer notre partition pour que, à chaque régime dans notre pays, qu'il y ait toujours en face une opposition suffisamment bien lotie pour contribuer à mieux gérer le pays. Et à nos frères de l'opposition de nous rejoindre, d'accepter que nous puissions nous organiser pour expérimenter cette voie. Si il n'est pas possible d'aller à un dialogue national, s'il n'est pas possible d'aller à une assise nationale, et qu'il est possible tout de même d'avoir un créneau pour s'approcher donc du pouvoir et de poser réellement les problèmes, eh bien, nous pouvons nous en contenter pour le moment. Quelques questions sur les médias dans ce journal. Quel avenir pour les médias traditionnels face à la montée en puissance des réseaux sociaux où tout internaute s'empare du droit de tout diffuser? Des médias sociaux, des médias aux réseaux sociaux, à quel type d'information la primauté? Question qui valent le détour en plein contexte de célébration de la liberté de la presse. Question posée par Rachida Biomaman à quelques acteurs des médias et de la société civile. On écoute. On ne devait pas faire une confusion entre les professionnels des médias qui collectent, traitent et diffusent l'information et ceux qui prennent les informations et qui sont des web activistes et qui font leur travail normalement sans se soucier de ce qui a une déontologie. Parce que ce nouveau comportement que nous avons aujourd'hui à travers la technologie ne peut pas être comparable à un métier vraiment reconnu pour lequel il y a des gens qui se forment et qui viennent.
Donc, en principe, il revient aux citoyens de faire la part des choses. On ne peut pas mélanger les pédales à ce niveau-là. Un journaliste qui est sur les réseaux sociaux, il est considéré comme un web activiste. Collecter et traiter ne font pas partie de leur mission. Ils donnent l'information de façon brute, alors que le professionnel des médias, lui, il doit traiter. Parce qu'il y a des informations relatives à la sécurité, les informations relatives, n'est-ce pas, aux bonnes mœurs. Il y a des choses que le professionnel des médias doit s'interdire de publier. Lui, il a un code de déontologie, alors que sur les réseaux sociaux, il n'y a ni déontologie, ni éthique. C'est un temps, c'est un effet boomerang qui commence maintenant, tout le monde est sur la toile, on fait, ça va s'estopper. Moi, j'en suis convaincu. Parce que la meilleure chose que je pense, c'est inviter les gens à la responsabilité. Aujourd'hui, on ne travaille pas beaucoup sur la responsabilité. Quand vous collectez les informations, les faits, que vous êtes assuré des faits et que vous les publiez, on n'a même pas à vous comparer avec quelqu'un qui est sur la toile. Il y a qu'on va améliorer notre façon pour rester, n'est-ce pas, dans le temps, dans la vitesse de l'information. Il n'en demeure pas moins que les réseaux sociaux constituent l'étincelle, alors que les médias traditionnels constituent la lumière. Ils donnent des pistes parce qu'ils sont souvent des témoins oculaires, n'est-ce pas, de ces événements, mais les médias, pas un service après-vente, mais doivent s'adapter de façon à ce que l'information chez eux soit complète et crédible. Je pense qu'il faut aller à pas rassurer pour être sûr que l'objectif final soit atteint. Moi, je suis de ceux qui pensent que les médias traditionnels constituent, n'est-ce pas, le dernier rempart contre la désinformation, contre la précipitation et contre toutes les dérives possibles qu'on peut retrouver sur les réseaux sociaux. Eh bien, entre l'étincelle et la lumière, le choix est vite fait de ce qui éclaire le mieux. Et pendant qu'on s'interroge sur la survie des médias traditionnels bousculés par les réseaux sociaux, le ministre béninois de la Communication, lui, rassure quant à la liberté de la presse elle-même. Pas de panique, selon maître Alain Ronla, qui réagit ainsi au déclassement du Bénin par Reporters sans frontières dans son baromètre mondial du respect de la liberté de la presse sur la planète. Suivons-le plutôt. Je constate, bien sûr, avec amertume, mais nous avons pris l'habitude de prendre acte des classements auxquels l'on soumet notre pays, qu'il soit heureux ou moins heureux, que ce rang ne s'explique pas par les exactions qui auraient été commises par les pouvoirs publics. Il y a bien des pays dans lesquels les journalistes sont assassinés, sont exécutés, sont persécutés. Mais ma curiosité me donne de constater que RSF nous classe à la 114e place au motif de l'irrégularité de l'aide publique aux médias, nous en discuterons si vous le voulez, absolument, au motif de certaines dispositions mal perçues du Code du numérique, qui exclut pourtant de son champ d'application le statut des professionnels, le statut des journalistes et le régime d'autorisation auquel les nouveaux médias sont soumis. Je veux parler des médias en ligne, ce qui est un phénomène nouveau, qui prête à confusion puisque le champ du numérique est aussi le champ de la cybercriminalité par excellence. Donc nous revendiquons la légitimité du code du numérique qui s'adresse non pas aux journalistes mais par ceux qui pourraient user et abuser du numérique pour commettre des infractions. Nous nous réjouissons de ce que nous ne déplorons pas d'assassinats de journalistes pour leurs opinions et qu'il n'y a pas d'infraction de presse. Nous sommes restés dans cette ligne de dépénalisation des délits ou des infractions de presse et que nous travaillons au quotidien puisque la liberté de la presse, c'est une quête au quotidien jusqu'à ce que nous irons au premier rang, nous irions au firmament d'une presse libre, d'une presse de qualité au service des citoyens béninois. Menace potentielle sur la liberté d'informer par ici, risque potentiel par ailleurs dans l'exercice de certains métiers. On évoque ainsi les risques professionnels à la faveur de la journée africaine de la prévention qui leur est consacrée. Elle est célébrée tous les 30 avril. Au Bénin, c'est Boïcon qui abrite la 25e édition. Différents acteurs impliqués y ont consacré un atelier. Cadnel Kakpo et Mérida Quinsoton en ont été les témoins professionnels pour nous. Les accidents et les problèmes de santé ont un impact non seulement sur la vie des travailleurs et de leurs familles,
mais également sur la production et la rentabilité des entreprises. Ces accidents et problèmes de santé peuvent cependant être évités. Et c'est pour sensibiliser les responsables d'entreprises que la journée de la prévention des risques professionnels a été initiée. La présente rencontre est d'une actualité incontestable. Elle permettra aux différents acteurs de la prévention que sont l'État, les employeurs, les travailleurs et les institutions de mener des réflexions profondes et de dégager les actions croisées et concrètes. Pour l'édition de cette année 2021, les réflexions se mènent autour du thème « Impact du Covid-19 sur les activités de prévention des risques professionnels des organismes nationaux de santé et de sécurité au travail ». À travers ce thème, l'Interafricaine de la prévention des risques professionnels a voulu susciter une vaste concertation des organismes nationaux de santé et sécurité au travail et des acteurs de la prévention dans les différentes unités de production de notre pays. Il urge de fédérer toutes les énergies, et particulièrement les acteurs internes à l'entreprise, pour promouvoir dès maintenant des systèmes de sécurité et santé au travail adaptés à la situation et surtout des systèmes résilients. La prévention du capital humain est indispensable, ont souligné tous les intervenants à cette cérémonie. Préservation du capital humain, on en parle dans le sujet qui va suivre. Cela n'arrive pas tous les jours. Le maire de Pobert en communion festive avec le personnel communal. La mairie a en effet célébré ses travailleurs ce 1er mai, un honneur qui leur est accordé une fois l'an. Avec le maire, la télévision nationale les met en lumière par le reportage de Brice Roubaud et de Guillaume Avieno. Dépôt de gerbes au monument aux morts par le maire de Pobert Simon Adebayo Dinan en guise d'hommage aux enfants de la commune passés de vie à trépas en se battant de par leur travail pour le développement de la commune. L'édile a voulu marquer d'un sceau spécial le tout 1er mai célébré par l'administration locale sous son mandat. Au menu du programme concocté pour la circonstance, les inaugurations de la résidence officielle réhabilitée du maire, mais aussi du niveau 1 du bloc administratif de l'hôtel de ville. Le clou des manifestations reste les remises d'attestations de bonne performance sur les 3 dernières années à 11 agents des services de la mairie, puis la distinction des 3 derniers maires de Pobert de l'aide de la décentralisation au Bénin. Les travailleurs aujourd'hui sont en train de tisser de nouvelles cordes sur les anciennes et c'est pour cela que nous devons rendre hommage à nos devanciers. Ce 1er mai se déroule dans un contexte quelque peu difficile pour l'administration de la mairie appelée à faire face à plusieurs priorités. C'est un défi qui vient d'être lancé. C'est d'ailleurs le moment pour moi d'inviter une fois de plus tout le personnel de la mairie, sans exception, de faire plus d'efforts afin de nous aider à combler les attentes de nos vaillantes populations. La journée du travail se tient dans un contexte particulier à Pobert, avec beaucoup de défis à relever. Tout est presque urgent et nécessaire à faire pour le bonheur de nos populations. Le maire de Pobert souhaite donc que les travailleurs se soudent les coudes pour accompagner le conseil communal décidé à offrir un mieux-être à la population de Pobert. Intéressons-nous à présent aux potentialités fourragères du Bénin. La question est au cœur d'une étude commanditée par le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Que nous livre cette étude comme opportunité fourragère? Réponse dans ce sujet, signé Génial Afouda Monsi Aboka et Simon Villon. Les acteurs du sous-secteur de l'élevage évaluent les potentialités fourragères du Bénin. Au cours de ces assises, il sera question d'apprécier les ressources pastorales disponibles et d'établir une cartographie complète des ressources alimentaires en fonction des zones agroécologiques et des pôles de développement agricole. Le Bénin va poser
à travers cette étude un pas décisif dans sa marche vers une meilleure gouvernance et une gestion plus rationnelle de ces ressources pastorales relevant de pâturage naturel, de la vaine pâture et des espaces aménagés. Dans ce cadre, des sites d'observation, de coupe de biomasse, de relevés de données phytosociologiques seront identifiés à travers le territoire national et des équipes seront déployées sur le terrain pour conduire ces opérations de portée nationale avec la contribution des acteurs à la base. La présente étude est soutenue et financée par l'Union économique monétaire ouest-africaine. Avec les résultats de cette étude, nous aurons désormais une idée nette des potentialités fourragères de nos terroirs afin d'éviter des concentrations inutiles du bétail dans les zones défavorisées. Toutes choses qui amplifient les conflits entre agriculteurs et éleveurs dont les manifestations ont atteint ces dernières années des proportions inquiétantes. Les travaux d'études sur l'évaluation des potentialités fourragères du Bénin sont prévus pour durer 16 mois. Un podium de gloire manqué à Abidjan n'y aura rien fait. Giovanni, Karina Sen et Mathilde, les 3 candidats béninois de The Voice Afrique francophone, sont auréolés de viva chez eux. Ils ont été reçus par un ministre béninois du tourisme, de la culture et des arts, tout fier. Fifame Salomé Ataredji a vécu pour nous ce moment de fierté. Je peux vous assurer que vous nous avez rendus très fiers, très très fiers. Un sentiment de fierté qui a animé tous les Béninois tout au long de la 3e saison de The Voice Afrique francophone. Et pour cause, la participation à cet événement panafricain de Giovanni Huessou, Karina Sen et Mathilde Toussaint, ces braves ambassadeurs de la musique béninoise qui ont pendant plusieurs semaines illuminé la scène de leur talent et porté haut le drapeau national. Et c'est un sentiment de reconnaissance que nous avons partagé hier. Nos yeux brillaient hier de mille feux. L'accueil, les cris de joie, les messages, les fleurs, c'était juste émouvant. On s'est souvent plaint de ne pas avoir le soutien du peuple béninois quand on partait pour ce genre de compétition. Et cette fois-ci, on est vraiment plus que surpris. Depuis le début de l'aventure, jusqu'à la date d'aujourd'hui, jusqu'à la fin. On est vraiment très contents, on est vraiment très très contents. Ils sont reçus et célébrés ici par le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts. Vraiment, c'est avec beaucoup de joie que je viens vous féliciter, Giovanni, Karina Sen et Mathilde, pour le parcours qui a été le vôtre et pour les émotions que vous avez données au Bénin. Pour également, le fait d'avoir justifié pourquoi est-ce que l'ORTB a pu sacrifier quand même 2 samedis sans regret. Parce que cela a permis effectivement à l'ensemble du peuple de se retrouver autour de vous, autour du drapeau, parce qu'il s'agissait du drapeau. Déjà soucieux de leur carrière après The Voice, les candidats saisissent l'occasion pour formuler des doléances. Nous sommes dans notre maison. Je parle du ministère de la Culture. Je veux continuer à appuyer parce que l'enfant ira toujours vers son père. You are the living God, oh. There's no one like you. Le ministère en charge de la culture n'est pas insensible aux requêtes des jeunes artistes et les rassure de son accompagnement. Et voilà, Karina Sen, Giovanni Huessou et Mathilde Toussaint recueillent donc des lauriers de cœur chez eux auprès de leurs compatriotes, et ce depuis la veille à leur descente d'avion à l'aéroport international Bernardin Cardinal Ganty. Les attendait un accueil digne de stars. Stanislas Limpon et Benjamin Denayon avaient aussi des étoiles dans les yeux à leur accueil. Revivons ce moment. Ils rentrent au bercail avec fierté. Ces représentants du Bénin au concours des Voice Afrique francophone reviennent de la Côte d'Ivoire sans le trophée, mais retrouvent un peuple content de leur participation. Ici, à l'aéroport international Cardinal Bernardin Ganty de Cotonou, la mobilisation des Béninois en témoigne. Les 3 candidats reçoivent de nouveau le soutien du peuple et du gouvernement de Patrice Talon,
Difficile pour eux de contenir leurs émotions. Plus que surpris de voir autant d'élan venant du peuple béninois, c'est incroyable. En tout cas, on ne pourra jamais assez les remercier. Ça reste toujours incroyable pour moi. Voilà. On a été vraiment enrichis par cette expérience. C'est une expérience qu'on souhaite à tout artiste qui souhaitera aller loin. C'est juste merveilleux. Pour le soutien qu'on a eu, on est vraiment très très chanceux et ça nous fait vraiment très chaud au cœur. Déjà même ce soir là, c'est incroyable. Je pense qu'on est tous d'accord, c'est juste une nouvelle aventure qui démarre en fait pour nous. Le meilleur reste à venir et on vous encourage à continuer à nous suivre et à nous soutenir de la sorte. Voilà, on vous aime et on vous remercie du fond du cœur. Non loin de l'aéroport, une autre ambiance. 2 groupes folkloriques les accueillent. À leur côté, les coachs du Bénin ayant travaillé avec les 3 talents. En première ligne de cet accueil à eux réservé se situe le ministère de la Culture. Le département reconnaît aux 3 artistes leur immense talent. Passons à un autre sujet d'admiration avec ces femmes qui s'illustrent aujourd'hui par leur travail et leur créativité dans le milieu du digital, un milieu longtemps resté dominé par le règne masculin. Nous vous proposons une série de sujets dans notre JT sur ces femmes battantes du milieu digital. Pour ce tout premier numéro, Rebecca Kendiaounde est allée à la rencontre de Olanike Tidjani, une passionnée du design graphique. Regardez, il y a de l'émerveillement au bout. Ces images ne sont pas l'œuvre d'une machine, mais plutôt celle de cette jeune femme. Olanike est graphiste, designer et illustratrice. Après son baccalauréat, elle oriente ses études vers les télécommunications et obtient son diplôme d'ingénieur en génie télécom et TIC. Je m'intéressais beaucoup à la programmation informatique, je créais des sites web, etc. Et en faisant des sites web, en créant des choses, j'ai appris ce qu'on appelait UX design. Donc en faisant UX design, j'ai commencé à aimer le graphic design. Et en faisant ça, petit à petit, j'ai découvert ce que c'était l'illustration. À la base, Olanike rêvait de devenir médecin. Mais son rêve s'estompe avec ses résultats au baccalauréat. J'avais autour de 11 de moyenne, donc je ne pouvais pas me permettre de m'inscrire dans une école comme la FSS par exemple, donc je devais trouver d'autres domaines qui pourraient m'intéresser. J'aime beaucoup Internet, donc je fouillais déjà sur le net, j'allais sur YouTube, etc. Et j'ai découvert les choses. Je me demandais comment c'est possible que quelqu'un reste chez lui et qu'une autre personne reste peut-être à des kilomètres ou bien dans d'autres pays, mais qu'on arrive à communiquer. Cette question a été donc le déclic pour le parcours de la jeune dame dans le milieu très sélect du digital. Passionnée, dévouée et ambitieuse, cette digital woman comptabilise déjà plus de 6 années d'expérience dans l'univers des TIC. Être en freelance a peut-être ses avantages, mais aussi ses revers. C'est difficile par exemple de trouver des contrats durables, voilà, des contrats réguliers et tout. Mais cela n'émousse pas l'ardeur de Olanike. Sa motivation quotidienne, c'est son attachement au développement de l'Afrique. Elle espère dans les années à venir pouvoir créer davantage de structures qui vont répondre promptement à la question de l'amélioration des conditions de vie des Africains. Eh bien, d'une virtuose du design artistique, passons à la découverte d'un talentueux iconoclaste.
La sculpture et la peinture, deux univers dans lesquels ce jeune qu'on va découvrir, jeune statisticien, s'est lancé afin de nourrir ses rêves de gosse. Comment y est-il donc arrivé et quels sont ses outils de travail? Allons à la découverte de Marcel Kpofro avec Axel Dancy et Michel Hébert. Une cuisine moins ordinaire que celle où les marmitons crépitent. Ici, Marcel concocte tout un délice pour nourrir la curiosité de son public. Nous sommes dans son atelier, un univers dans lequel il invente, crée et façonne des œuvres d'art. Sa matière première, le caoutchouc. Des pneus qu'il recycle et travaille selon son inspiration. Les pneus parce que d'abord, ce sont des déchets non biodégradables. Dans mes recherches artistiques, je me suis toujours dit, qu'est-ce que je dois apporter de manière positive à mon pays, la nation, la planète. Ici, je suis en train de parler de Iyalode. Iyalode dans la culture béninoise, dans le vaudou, pour moi, c'est la femme derrière le couvent. Ce qui fait la force dans le vaudou, c'est la femme qui est cachée. Souvent, c'est des femmes qui sont derrière des initiations, des grandes initiations. En parlant par exemple de Iyalode dans la divinité Oro. Un as des chiffres devenu sculpteur, son amour pour l'art date de sa tendre enfance. Je dessinais depuis mon bas âge. Au fil du temps, je me suis engagé dans ma passion. Il y a une chose pour moi, je vais dire, là c'est ma mission, c'est ce pourquoi je suis sur la terre. Amoureux aussi du pinceau, le statisticien dégraine son vécu quotidien et l'histoire du Bénin sur les tableaux. J'ai commencé de la peinture avant d'aller à la sculpture. Pourquoi la peinture? Pour moi, c'est la meilleure manière pour moi de m'exprimer. Ici, cette œuvre, j'ai intitulé ça « La génération consciente ». Parlant de la génération consciente, pour le développement de l'Afrique, il faut, nous jeunes, les Africains, il faut qu'on ouvre notre tête, la porte de notre mentalité, histoire de propulser le développement de l'Afrique. Ses proches témoignent. Je dirais que Marcel a beaucoup d'ambition, ce que j'admire en lui. Et donc, il a beaucoup évolué au niveau de son travail. Et il travaille notamment au niveau des triangles, donc de la Trinité. Et ce que j'aime bien, c'est les masques en fait. Marcel, c'est un artiste que je qualifie de spécial parce qu'il s'inspire beaucoup de la nature et il essaie de recycler beaucoup de choses pour quand même donner de la valeur. J'aime beaucoup son style, surtout les jeux de triangles énigmatiques qu'il met dans les peintures. Je les apprécie beaucoup. Bientôt 10 ans que dure le rêve de Marcel Kpofro, s'épanouir à travers la peinture et la sculpture. Inspirant, Marcel, le matheux créatif. On parle d'actualité religieuse, particulièrement d'humanitaire religieux. Avec ce mouvement, la dynamique continue qui fait don de vivre aux fidèles de la mosquée centrale de Boycon par ces tant de jeunes musulmans. Le mouvement reste ainsi fidèle à son credo, la promotion de la paix, de l'amour et de la solidarité, comme le réitère ici respectivement Parfait Gohon, président du mouvement, et El Hadj Idrissou Boukari, imam central de Boycon. Nous sommes en temps de carême, un temps béni, parce que c'est un temps pendant lequel nos frères musulmans prient beaucoup, confient souvent le pays, le destin du pays à Dieu. C'est un temps de piété, c'est un temps de bénédiction. Donc nous voulons profiter de ce temps de bénédiction pour venir vous dire merci pour tout ce que vous faites pour nous. Merci pour tout ce que vous faites pour le Bénin. Merci pour vos prières de tous les jours. Merci pour ce grand sacrifice que vous faites pour nous. Mais quand les frères font des sacrifices, il faut les soutenir. Il faut être solidaire avec eux. C'est dans cet élan de solidarité que nous sommes venus ici aujourd'hui pour vous accompagner avec des choses symboliques, juste symboliques,
Donc, nous voulons exhorter toute la communauté musulmane de Boyikon à continuer par prier pour le Bénin, pour tous ses fils et filles, et en particulier pour le président Talon, qui est réélu maintenant. Pour les 5 ans à venir, nous puissions traverser ces 5 ans dans la paix, dans la prospérité, dans le développement. Nous vous remercions, Allah Tout-Puissant, de vous assister dans vos actions et d'aider notre pays à rester toujours stable dans la paix et concorde sous la présidence de notre président de la République. Et il est déjà président. Il est de notre devoir de lui aide pour qu'il exerce ce rôle correctement. C'est sur ça que nous prions Allah Tout-Puissant dans ces mois bénis de nous accorde la paix. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. La marche du reste du monde, c'est avec ce monde en bref qui nous emmène en Égypte où un contrat d'achat d'une trentaine d'avions de combat Rafale auprès de la France a été signé. Dans ce rapide tour du monde de l'actualité, on vous propose aussi le G7 à Londres, les États-Unis, la Colombie, le Mexique, où un pont du métro aérien s'est effondré ce mardi, causant plusieurs morts et d'importants dégâts matériels. C'est un récit de Maxi Agla. L'Égypte a confirmé avoir signé avec la France un contrat pour l'achat de 30 avions de combat Rafale supplémentaires de la société Dassault dans un communiqué de l'armée publié dans la nuit de lundi à mardi. L'achat se fera via un prêt sur 10 ans, ajoute l'armée égyptienne dans son communiqué sans autre précision. Le Caire est l'un des plus gros clients de l'industrie française d'armement. L'Égypte avait été en 2015 le premier pays étranger à acheter des Rafales avec une commande de 24 avions de combat. Les ministres des Affaires étrangères du G7 ont discuté mardi d'un possible front commun face à une Chine de plus en plus affirmée sur la scène internationale lors de leur première réunion en personne en plus de 2 ans. Au lendemain d'un dîner consacré au programme nucléaire de l'Iran et de la Corée du Nord, les chefs de la diplomatie du club des pays riches ont ouvert des discussions formelles mardi dans le centre de Londres, se saluant par un coup de coude comme de rigueur durant la pandémie. Leur première réunion a été consacrée à la Chine, acteur économique incontournable dont la volonté de s'affirmer comme une puissance militaire et d'exercer son influence dans le monde inquiète les capitales occidentales. Au moins 23 personnes ont été tuées dans la nuit de lundi à mardi et des dizaines d'autres blessés à Mexico après l'effondrement d'un pont de métro aérien qui a fait plonger une rame dans le vide, ont annoncé les autorités locales. Nous déplorons à ce stade 23 morts, dont un qui est décédé à l'hôpital, a déclaré à la presse la maire de Mexico, Claudia Sheinbaum, arrivée rapidement sur les lieux. L'accident, qui s'est produit vers 22h locales, 3h GMT, près de la station Olivos sur la ligne 12 du métro qui traverse le sud de la capitale, a fait près de 70 blessés, a-t-elle ajouté. Les Nations Unies ont fermement condamné mardi l'usage excessif de la force par les forces de sécurité lors de manifestations en Colombie et notamment à Cali, dans l'ouest du pays où elles ont tiré à balles réelles. Nous sommes profondément alarmés par les événements dans la ville de Cali en Colombie où la police a ouvert le feu sur des manifestants qui s'opposent à une réforme fiscale, tuant et blessant un certain nombre de personnes, selon des informations disponibles, a déclaré Marta Hurtado, porte-parole du Haut Commissariat aux droits de l'homme, lors d'un point de presse de l'ONU à Genève. Elle a également appelé au calme en amont d'une nouvelle journée de manifestation prévue mercredi.
Le milliardaire Bill Gates, cofondateur de Microsoft, et sa femme Melinda Gates annoncent leur divorce après 27 ans de mariage. Bill Gates a publié sur Twitter une déclaration commune. Ils forment l'un des couples les plus riches du monde avec une valeur nette estimée à près de 130 milliards de dollars. Béninoises, Béninois, la Covid-19 tue lorsque les cas positifs ne sont pas diagnostiqués à temps. Pour éviter d'en être victime, le dépistage précoce est la solution. Il est indispensable d'aller en consultation dès l'apparition du moindre symptôme. Pour rappel, les signes courants qui font penser à la Covid-19 peuvent être la fièvre, la perte du goût ou de l'odorat, l'éternuement, l'écoulement nasal, la toux, l'irritation de la gorge, les difficultés respiratoires, etc. Dès l'apparition de l'un quelconque de ces signes ou de plusieurs à la fois, rendez-vous immédiatement dans l'un des centres de dépistage ouverts sur toute l'étendue du territoire national ou dans un centre de santé ou appelez le numéro vert 136. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Comme à son début, voilà qui marque la fin de ce journal, cette livraison de l'actualité sur la télévision nationale. Merci de nous avoir suivis, merci à toutes les équipes rédactionnelles et techniques de ce journal. Merci de nous suivre, continuez à nous suivre sur le www.ortb.bj. Bonsoir chez vous.